Merci beaucoup à Zinka, Martha, et merci de m'avoir invité pour parler et des troubles de comportement et du syndrome de Down. On sait qu'il y a toujours beaucoup de gens qui nous rejoignent et c'est très intéressant. J'essaie de faire tout mon possible, hein, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en but avec ces troubles du comportement. J'aimerais commencer par une conversation sur ce qui rend les gens heureux. On a beaucoup d'idées sur ce qu'est le bonheur finalement. Et pourtant, il y a eu des études. La meilleure étude sur le bonheur s'appelle l'étude sur le développement de l'adulte de l'Université de Harvard, qui a suivi des gens tout au long de leur vie, qui viennent d'horizons très différents, des contextes où des personnes très nanties, d'autres défavorisées, qui sont à l'université ou pas. Et on s'est vu que la santé compte et votre niveau d'éducation et votre richesse ne comptent pas tellement. Mais ce qui est le plus important, ce sont les liens, les relations humaines. Donc, être heureux revient à avoir des relations humaines euh, positives, satisfaisantes. Et les personnes qui ont des problèmes avec leur comportement, et notamment atteints du syndrome de Down, eh bien, il revient à dire comment est-ce qu'on peut maintenir les relations humaines, les rapports humains. Et c'est vraiment quelque chose d'important au cours de cette année et demie de COVID-19 où on a été bloqué entre quatre murs, sans avoir de contact à l'extérieur avec l'école, etc., sans avoir d'autres soutiens. Donc, c'est vraiment particulièrement important dans ces périodes plus complexes. Maintenant, je vous donne un peu d'informations me concernant. On retourne en arrière, en 2002. Je travaillais aux États-Unis en tant que spécialiste du comportement de l'enfant. Eh bien, je ne savais pas trop hein, ce qu'était un enfant en tant que tel, ni ce qu'était un comportement. C'était un beau titre en tout cas, et ça avait l'air d'être très savant. Mais j'ai quand même un diplôme en psychologie et en développement de l'enfant, et je pensais que je savais ce que c'était, mais quand j'ai commencé à ce poste-là, j'étais vraiment assez mauvais, je dois dire, hein. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que, en fait, je ne suis pas ici pour vous dire que Monica a invité la mauvaise personne pour vous parler de ce sujet. Non, je suis là pour vous dire que c'est difficile. C'est dur. C'est difficile d'aider quelqu'un à améliorer ce comportement. Notre objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif n'est pas d'aider cette personne à ne plus avoir aucun problème comportemental. Non, notre objectif est de nous améliorer. Donc, vous le voyez à l'écran, on voit que c'est en dents de scie. C'est un peu comme la bourse, hein, finalement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En général, on voudrait que la tendance soit à la hausse, finalement. Donc, il y a des bons jours, de mauvais jours, hein, quand on parle du comportement, mais si on utilise de bonnes stratégies, sur le long terme, il y a une amélioration. Si l'on adopte cette vision de long terme, c'est-à-dire qu'on doit agir tout au long de notre vie, eh bien, il faut pour cela prendre soin de nous-mêmes et de nos relations humaines. Parfois, les familles sont consumées par des problèmes comportementaux et c'est très difficile. Et ce n'est pas quelque chose qui est durable. On ne peut pas le perpétuer pendant des années, voire des décennies. Donc, c'est pour cela que j'encourage les familles, les professeurs, les psychologues, les docteurs de prendre des pauses pour prendre soin d'eux-mêmes. Peut-être qu'en Europe, vous connaissez ce qu'on voit à l'écran, c'est Popeye qui dit, alors la femme en face est en rendez-vous galant et elle dit, oh, est-ce que j'ai des morceaux d'épinards entre les dents? Et en fait, Popeye est ravi qu'elle en ait. Donc, faisons une petite pause ici et essayons de nous poser la question à quel point les troubles du comportement sont répandus chez les enfants avec le syndrome de Down. On parle d'épidémiologie. Eh bien, sachez que environ 30% des enfants atteints de syndrome de Down ont été diagnostiqués avec ce que l'on appelle un trouble du comportement et c'est quelque chose de assez fort que l'on puisse diagnostiquer pour que quelqu'un comme moi puisse en fait lui donner un nom un peu complexe. 10% des enfants non atteints de syndrome de Down
ont aussi ce type de troubles de comportement, mais on voit que donc les enfants atteints du syndrome de Down ont 3 fois plus de chances d'avoir un problème comportemental. Les personnes qui sont atteintes du syndrome de Down sont en but à des problèmes de comportement. C'est normal, cela fait partie de leur développement. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit diagnostiquer, que l'on doit catégoriser, mais cela peut apporter du stress à l'école, chez vous, etc. Donc, ce sont des questions assez répandues, hein. J'entends tout le temps ce genre de problème-là. Si quelqu'un a un problème comportemental, hein, chez un enfant qui a un certain trouble du développement, que ce soit le syndrome de Down ou autre, eh bien, ils ont plus de chances de développer des problèmes du comportement à l'âge adulte. Donc, des enfants avec des problèmes comportementaux auront plus de chances d'avoir des problèmes comportementaux à l'âge adulte. Donc, c'est une préoccupation. C'est surtout une inquiétude lorsque l'on voit les études qui montrent que les personnes qui ont des problèmes du comportement adultes ont tendance à avoir moins de réussite. Donc, ils ne vivent pas dans une communauté, ils vivent dans un environnement restreint, ce qu'on appelle LRE en anglais. Ils ont plus de difficultés, puisque évidemment, si vous êtes agressif, si vous volez les biens d'autrui, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de vivre, d'interagir, de travailler avec d'autres personnes, parce que votre comportement vous empêchera de le faire. Donc, on peut passer toute l'enfance d'une personne, que vous soyez étudiant, et vous l'aider à vous concentrer sur l'aspect du développement, donc c'est-à-dire le langage, l'apprentissage, etc. Mais si on ne s'occupe pas des problèmes du comportement, en tant qu'adulte, ces problèmes du comportement empêcheront ces personnes-là à développer les autres compétences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et que tout est perdu. Voilà, non, ce n'est pas une fatalité. Nous devons intervenir et c'est là-dessus que nous allons parler aujourd'hui. La question passe à pourquoi. C'est l'étiologie. L'étiologie des problèmes de comportement pour le syndrome de Down revient à une question cérébrale. Vous voyez qu'il y a grande différence dans les cerveaux des enfants qui sont atteints du syndrome de Down par rapport aux autres. Tout d'abord, dans la zone rouge, il y a moins de croissance dans le lobe frontal, donc tout devant là. Nous voyons aussi à l'arrière du cerveau une partie plus petite dans le cérébellum. Des problèmes aussi sur le centre de la mémoire en jaune, qui est le lobe temporel. Donc, nous voyons qu'il y a des différences dans le cerveau avec les personnes atteintes de syndrome de Down. Et il faut voir comment ces modifications du cerveau impactent le comportement de quelqu'un. Donc, quelles sont les conséquences de ces différences observées dans le cerveau d'une personne atteinte du syndrome de Down ou SD, pour aller plus vite? Ils sont très ouverts, ils sont très impliqués, ils sont plus sociaux que les enfants sans SD. Et c'est merveilleux. Néanmoins, être très social, très impliqué, ça les rend quelqu'un très sensible. Donc, si vous avez des retours positifs des autres, c'est merveilleux. Mais si on vous donne un retour négatif, avec des émotions négatives, alors on est impacté très, très fortement. On parle du radar social émotionnel. Les personnes avec syndrome de Down ont un radar très, très fort et sont à même de comprendre très vite l'émotion de l'autre. Et en général, les personnes avec un SD reposent sur l'agressivité pour résoudre les problèmes. Si vous avez des problèmes, par exemple, avec les impulsions, le langage, et bien souvent, les enfants donnent une gifle finalement, parce que c'est beaucoup plus facile d'être agressif que d'utiliser un mot, essayer de comprendre, essayer de se faire expliquer, etc. Donc, on voit que socialement, les choses sont différentes juste parce qu'il y a des différences dans le cerveau. Pour ce qui est de la langue, du langage, donc, il y a le langage réceptif, ce qu'on comprend, ce qu'on entend, ce qui est bien plus fort pour ces enfants que le langage expressif. Donc, ils comprennent bien plus que ce qu'ils expriment. Et dans les difficultés, il y a des difficultés d'articulation. Est-ce que l'on peut produire des sons pour que les autres vous comprennent? Est-ce que vous formulez vos idées pour vraiment faire comprendre vos idées pour que les autres comprennent ce que vous essayez de leur dire?
Donc, si on s'arrête un moment là et vous imaginez que vous êtes une personne très sociale, très, très ouvert aux autres, très intéressé par les autres, vous comprenez beaucoup de choses de ce qui se passe autour de vous, mais vous n'êtes pas en mesure de dire ce que vous ressentez, ce que vous êtes, et que personne ne peut vous comprendre. Vous imaginez bien la frustration, elle est énorme. Vous voulez dire, sans surprise, il y a une très grande frustration qui ressort. Quelques différences sur quelques autres dias sur les différences sur le cerveau. Il y a des problèmes sur le traitement de l'information et la mémoire. Donc, bien souvent, les personnes souvent de SD traitent bien plus facilement des informations visuelles que verbales. Donc, des images, c'est mieux que des mots. Et bien souvent, on voit que les personnes avec SD ont des difficultés avec ce qui est de l'encodage et la consolidation. C'est difficile d'avoir l'information dans le cerveau et que l'information reste dans le cerveau. Donc, bien souvent, les personnes atteintes de SD, c'est qu'il faut répéter les choses régulièrement. Imaginez ce que l'on ressent lorsqu'on a un syndrome de Down. C'est effrayant parce que si vous n'assimilez pas toutes les informations de ce qui vous entoure. Tout semble nouveau tout le temps, tout est effrayant. Votre parent, votre docteur, votre professeur vous a dit voilà ce qui vient après, mais vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas pu assimiler l'information dans votre cerveau. Et ben, tout d'un coup, ce qu'on vous avait dit qui arriverait, eh bien, revêt la forme d'une surprise. Donc finalement, le monde est un endroit assez effrayant. D'autres différences cérébrales, c'est la partie la plus un peu réparative, si je peux dire. Ce sont les différences de motivation. Il y a des études qui ont montré que les personnes atteintes de SD ont des difficultés avec la motivation intrinsèque. Ça veut dire la motivation intérieure d'arriver à un objectif, faire quelque chose, atteindre une bonne qualité de travail, par exemple. On a un devoir à faire, mais on n'est pas vraiment motivé à le faire. Ces études sont bien faites, hein, je ne les remets pas en question. Néanmoins, ma vision est la suivante. Si vous êtes atteint d'un handicap, tout est plus difficile. Tout est plus difficile pour vous. Donc, si on vous donne quelque chose à faire à l'école et quelqu'un d'autre qui n'a pas un handicap a le même devoir, eh bien, il faut savoir que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts si vous êtes la personne en situation de handicap. Donc, au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus frustré parce que c'est très difficile et petit à petit, votre énergie va s'éroder. Donc, c'est un peu comme le plein d'une voiture. Une personne avec un handicap a un plein, la voiture avec le plein, puis une personne sans handicap. Et puis, le plein de la personne en situation de handicap baisse plus rapidement que le plein d'une personne normale, si je puis dire, sans handicap. Dernier domaine, c'est le fonctionnement exécutif, si je puis dire, d'exécution plutôt. Les personnes qui ont des impulsions, ils ne pensent pas aux conséquences des actes. Il y a une balle qui traverse la route, je dois y aller, je dois la prendre. Même si mon professeur, ma maman m'a dit de ne pas le faire, je vais courir aller chercher cette balle parce que je ne pense pas aux conséquences. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la fonction d'exécution. Et c'est dû à des différences du lobe frontal. Maintenant, nous allons penser à la manière dont le monde fonctionne, surtout au XXIe siècle. Et vous pensez à toutes les demandes que nous avons, comment les journées sont organisées. Eh bien, c'est une tempête. C'est un cadre clair pour que les personnes souffrant de SD, les enfants SD, se retrouvent en pleine tempête. Donc, c'est normal qu'il y ait tellement de troubles de comportement chez ces enfants atteints de SD parce que le monde n'est vraiment pas conçu pour la manière dont leur cerveau fonctionne. Donc maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes de comportement, mais que peut-on faire? C'est le nerf de la guerre, si je puis dire, hein. Donc, nous allons nous y concentrer. Maintenant, nous allons parler de différentes choses, mais sans surprise, nous allons commencer par les relations. Il y a 120 ans, les personnes qui étudiaient le cerveau pensaient, enfin, oui, l'esprit plutôt, et pensaient à cette théorie de la motivation, c'est-à-dire
tout le monde essaye de voir ses besoins fondamentaux remplis. Et voilà, et d'avoir les enfants en sécurité. C'était la base du relation. Dans les années 50, on s'est dit, tiens, c'est un peu plus compliqué. Dans les relations humaines, il y a peut-être quelque chose de plus fort que la survie. En 1959, Harry Harlow a mené une étude avec des singes qui ressemblent à bien des égards aux êtres humains, deux femelles mères. Avec deux mères. Donc à gauche, il y avait la mère câblée, si je puis dire, la même taille, la même forme qu'un singe avec cette tête de robot qui donnait de l'eau et de l'alimentation. Donc, elle répondait aux besoins de base. L'autre, c'était un autre singe avec la même structure, mais qui était enrobé. Si cette théorie de la motivation était vraie et que les enfants aiment leurs parents uniquement parce qu'ils répondent à leurs besoins fondamentaux, eh bien, on imagine que le singe voudrait avoir un lien avec la maman qui lui donne à manger et à boire. Donc, c'est à gauche, le robot. Mais finalement, le singe préfère la maman avec revêtue comme cela et qui lui ressemblait un peu plus et il y avait plus de rapports. Et puis, les personnes ont commencé à dire. Et donc, il doit y avoir bien plus que des rapports de survie dans ces rapports humains. Et on a eu donc cette théorie de l'attachement. Maintenant, nous avons la science de l'attachement, car nous savons que les rapports humains sont complexes et qui a de grands bienfaits pour les enfants et les parents lorsqu'il y a un rapport positif. Nous savons aussi que ce n'est pas qu'un rapport entre parents et enfants, c'est aussi entre les psychologues, les oncles, les tantes, les professeurs et les enfants. Donc, tout le monde peut avoir des rapports humains. Tous ces rapports humains sont positifs pour tout le monde, apportent des bienfaits pour l'adulte et pour l'enfant. Tout le monde est bien plus heureux si les rapports humains sont positifs. Ce que je vous dis là, et de manière détaillée, c'est parce que si le comportement est un problème pour votre foyer, dans votre classe, il faut penser à cela. Qu'est-ce que vous devriez faire pour préserver la relation humaine, faire en sorte que cette relation humaine soit la plus positive possible, quels que soient les troubles du comportement? Imaginez pleurer, hurler, crier, tout ça, eh bien, ça n'aide pas. Bien sûr, ça ne nourrit pas le rapport humain. Donc, il faut penser à cela. Pensez à ce rapport humain. Qu'est-ce qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour le préserver? Deuxième aspect, les principes comportementaux. Cela m'a pris 1 an d'apprendre cela parce que je ne suis pas aussi intelligent que vous ici présent. Mais voilà, en 30 secondes, je vais vous résumer 1 an d'apprentissage. Voici comment le comportement fonctionne. C'est très facile à comprendre. C'est extrêmement difficile de le concrétiser. Vous renforcez les comportements que vous souhaitez voir plus et vous ne renforcez pas les comportements que vous ne voulez plus voir. C'est tout. Renforcer veut dire faire en sorte que ça se reproduit, le rendre intéressant, amusant. Si je te donne un bonbon à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, ça veut dire que je renforce ce comportement et il se produira de plus en plus. Nous renforçons donc les comportements que nous souhaitons voir davantage et nous ne renforçons pas les comportements que nous ne voulons plus voir. C'est comme ça que fonctionne le comportement. Nous avons Pavlov avec son chien et le chien dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que peut faire pour que Pavlov agisse chaque fois que je fais une crotte, il sourit. Alors, je recommence. Eh bien, que nous pouvons faire pour renforcer un bon comportement? Il faut voir quels sont les comportements, les remarquer que nous voulons voir. À nouveau, si on donne un bonbon, ce n'est pas un bon exemple car il ne faut pas donner de la nourriture pour renforcer, mais en tout cas, si vous renforcez ce comportement, vous allez le voir plus souvent. C'est l'effet Hawthorne. C'est comme ça que Weight Watchers fonctionne. C'est une entreprise, un programme de perte de poids très connu aux États-Unis, puisqu'on avons des gros problèmes de surpoids ici. Et ce que Weight Watchers fait, c'est que vous écrivez tout ce que vous mangez, vous allez à des réunions avec des personnes qui font la même chose et donc ils vous soutiennent. Donc, il y a un aspect social à ce programme de réduction de poids. Vous faites des amis, mais surtout,
Vous faites attention, vous notez, vous écrivez ce que vous mangez. Donc, ce n'est pas juste manger et voir ce qui va se produire. Non, donc finalement, on mange moins parce qu'on fait attention à ce qu'on mange et on mange moins, ce qui induit un changement de comportement. Et pour les personnes très, très sociales, en général, faire attention à leur comportement est quelque chose d'encore plus puissant, ça a plus d'impact encore. Donc, vraiment se rendre compte des bons comportements fait vraiment ressortir le fait qu'ils vont se reproduire. Ensuite, il faut aussi féliciter, dire: «Ah, j'adore comment tu as pu mettre ton pyjama aujourd'hui. Regarde, ta chambre est bien changée, super, tu as bien mangé ton petit déjeuner. J'ai bien aimé comme tu as fait ceci et cela bien précisément». Ça veut dire que ce comportement-là va se reproduire. Que pouvons-nous renforcer, hein? On peut le faire de manière plus structurée. C'est l'économie du jeton. Ça paraît difficile, mais ça n'est pas le cas. En fait, vous identifiez certains objectifs, certaines choses que vous aimeriez que quelqu'un le fasse. Vous construisez une structure tout autour et vous les récompensez lorsque ils les font. C'est assez simple et je vais vous donner un exemple. Bien souvent, lorsqu'on essaye de créer quelque chose comme cela, i ils font un schéma très, très complexe. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Non, il faut rester extrêmement simple. Donc, lorsqu'il y a des enfants qui franchissent le pas de ma porte, et je me tourne vers l'enfant et je lui dis: «Ah tiens, comment cela fonctionne? Explique-le-moi». Et bien souvent, les enfants disent: «Ah mais je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne, je ne sais pas quoi faire». Et c'est un problème. Si vous voulez qu'un enfant réponde à quelque chose, il doit comprendre ce qu'il doit faire. Donc, des plans de comportementaux complexes ne vont pas permettre de changer les comportements de manière efficace. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement pour les enfants, non, c'est pour nous, les adultes. Lorsque les enfants ont des problèmes de comportement en tant qu'adultes, nous remarquons tous les problèmes de comportement, tout comportement jugé mauvais nous frustre et on les remarque. Ce qu'un plan pour un bon comportement nous montre, c'est que nous remarquons les bons comportements. Donc même si c'est une mauvaise journée, vous n'êtes pas dans votre assiette, eh bien, si quelqu'un fait quelque chose de positif, un bon comportement, il faut le remarquer et réagir. Voici comment fonctionne cette économie du jeton. Nous avons à l'écran un enfant qui se prépare à aller se coucher. On veut qu'elle fasse un certain nombre de tâches avant. Donc, on va commencer avec la petite fille et je lui dis: «Qu'est-ce que tu fais quand tu dois aller te coucher?» «Eh bien, je dois prendre un bain, je dois me brosser les dents, mettre mon pyjama» et cetera. Donc on est allé en ligne et on a regardé les images qui représentent le bain, les pyjamas, les dents. Mais c'est elle qui a choisi les images d'ailleurs et on le met sur ce, tableau et les parents cochent à chaque fois qu'elle fait quelque chose et lorsque c'est fait, elle obtient un prix. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça et cela peut vraiment changer les comportements parce que c'est clair. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'on va remarquer qu'ils l'ont fait et qu'ils vont obtenir une récompense. Pourquoi est-ce que cela fonctionne si bien? Eh bien, nous faisons tout ce qui est positif pour les personnes atteintes du syndrome de Down. On utilise des images, donc c'est visuel. Il y a de la répétition. Tous les jours, on fait la même chose. Voilà, comme hier, je dois faire ces 3 choses avant de me coucher. Il y a aussi de la motivation puisqu'il y a une récompense. Nous allons y revenir. On leur donne aussi un retour social, on leur donne de l'attention. «Ah, tu as fait ça, super, bravo, je trouve bien, on va mettre une petite croix et je vais te donner ta récompense» et enfin, on alimente, on nourrit notre relation parce qu'on retire cette pression que vous avez en tant que parent de dire: «Vas-y, il faut que tu te laves les dents, il faut que tu te mettes dans le bain, allez, vas-y, vas-y, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça». C'est très stressant, vous êtes en confrontation vous-même et votre enfant puisque vous répétez tout le temps les mêmes choses: «Allez, vas-y, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça» et ils veulent pas et puis on répète et puis ils veulent pas. C'est un peu ce jeu de ping-pong que l'on veut éviter. Donc vous dites: «Voilà ce qu'il y a au mur, tu vois ce que tu dois faire, vas-y, fais-le, c'est tout». Donc c'est structurer ce que vous voulez que l'enfant fasse, de manière que cela fonctionne pour son cerveau.
Autre chose que j'aimerais aborder, c'est qu'est-ce que la récompense? Bien souvent, on pense que c'est de la nourriture, mais on ne veut pas que l'alimentation soit une punition ou une récompense. L'alimentation, c'est un besoin fondamental. Donc, ce n'est pas de la nourriture. Est-ce que ce sont des jouets? Mais vous n'allez pas acheter un jouet par jour, même si c'est un jouet qui vaut rien, ou des autocollants. Finalement, au bout d'un moment, les autocollants ne s'intéressent plus. Donc, pensez peut-être à quelle serait la meilleure récompense pour ces groupes de personnes en fonction de comment leur cerveau fonctionne. Oui, et les récompenses sociales, c'est exactement ce dont ils ont besoin, quelque chose de votre part. Donc, par exemple, regarder quelque chose avec vous, lire un livre avec vous, faire quelque chose avec vous, c'est gratuit. Vous pouvez le faire tous les jours. On ne s'en lasse pas. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et vous êtes la récompense. C'est l'interaction sociale qui est la récompense. Donc, c'est un outil très simple, mais qui a vraiment des répercussions formidables. Maintenant, nous allons parler des fonctions d'un comportement. Chaque comportement a un objectif. Si nous voulons résoudre les problèmes de comportement, les comportements négatifs, nous devons comprendre pourquoi ils fonctionnent. C'est ce qu'on appelle un processus d'apprentissage avec le A, B et C. L'antécédent, le A, le B, c'est pour comportement en anglais, puis ses conséquences. Qu'est-ce qui se passe après ce comportement? Lorsque l'on s'intéresse en profondeur à cela, ça veut dire à l'évaluation du comportement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce type de comportement se produit. Tout d'abord, on voit que les fonctions de ce comportement est d'abord d'éviter ou l'évitement. Eh bien, vous allez essayer d'éviter quelque chose, la fuite ou l'évitement. J'ai des maths qui arrivent, et ben l'enfant prend ses jambes à son cou et quitte la classe. C'est sans surprise parce que les maths, c'est super dur, j'ai pas envie de le faire, donc ils s'en vont. Donc c'est la fuite. Il y a aussi l'évitement, c'est-à-dire éviter la fin de quelque chose que j'aime. Donc on a une fête d'anniversaire, l'enfant ne veut pas que ça finisse et donc il se met au sol et refuse de partir. C'est parce qu'il ne veut pas que l'événement s'achève. Donc c'est éviter quelque chose que l'on n'aime pas, éviter la fin de quelque chose qui est plaisant. Autre fonction, c'est d'attirer l'attention. Je travaillais dans un grand hôpital et nous avions les parents qui venaient avec les enfants qui attendaient. Et on donnait des jouets aux enfants pour qu'ils patientent pendant qu'on parlait. Bien sûr, les enfants s'ennuyaient, ils n'aimaient pas voir les parents parler et tout ça. Donc, on s'est rendu compte que bien souvent, les enfants allaient aux interrupteurs et éteignaient la lumière. En les ignorant, de donnant des jouets pour les mettre sur le côté, eh bien, les enfants font tout pour attirer l'attention. Et on le voit très souvent chez les enfants. Autre chose, c'est que les enfants qui ont des difficultés à s'exprimer, c'est que au lieu de demander à un autre enfant de venir jouer avec, ils vont le frapper. Et en fait, c'est que je ne sais pas comment te demander de venir jouer avec moi, tu ne comprends pas ce que je te dis, et ben, je vais te frapper. Voilà, c'est parce que je n'arrive pas à communiquer avec cet enfant. Donc voici pourquoi ce sont là les causes principales de troubles de comportement pour les personnes atteintes de syndrome de Down. Eh bien, c'est cette question de la motivation intrinsèque plus faible. Si c'est trop dur pour vous, eh bien, évidemment, vous allez essayer de l'éviter, de dire non, je ne veux pas le faire, je veux m'en aller. De manière similaire, si vous êtes très social et que vous n'avez pas le contrôle de vos impulsions, eh bien, vous allez faire quelque chose, même que vous ne devriez pas faire, pour attirer l'attention parce que vous ne pensez pas aux conséquences. Je ne sais pas quelles seront les conséquences de mes actes. Que pouvons-nous faire ensuite, face à ces personnes, ces enfants qui ont ces problèmes de comportement? Lorsqu'ils ont des problèmes de motivation, il y a beaucoup d'outils que nous pouvons utiliser pour, les aider à faire ce qu'ils doivent faire finalement. Certes, vous en connaissez certainement un certain nombre. Dans le livre, hein, que je mentionnerai plus tard, il y a beaucoup d'exemples. Pour l'heure, voici quelques exemples les plus percutants. Tout d'abord, c'est donner le choix aux enfants. On s'arrête un moment là et on réfléchit à votre enfant, votre arrière-petit enfant, votre élève, votre patient, en tout cas l'enfant qui est atteint de syndrome de Down.
Cette personne va devenir un adulte. Est-ce que vous voulez que cet adulte fasse ce que les autres lui disent de dire ou vous voulez que cette personne soit autonome et dise, moi, je décide pour moi-même ce que je vais faire. Je dois être en sécurité, vivre sainement et avoir ce que je souhaite avoir. Donc, j'imagine que bon nombre d'entre vous, vous dites, oui, oui, je veux que cet enfant devienne un adulte qui prenne ses propres décisions et qui soit finalement autonome, qui puisse le faire. Exactement. Donc, revenons à la réalité, à maintenant. Après cette présentation, ça va être l'heure de coucher l'enfant. Et on va lui dire, ah, il est temps d'aller aux toilettes. Et l'enfant dit, non, je ne veux pas aller à la salle de bain. Eh bien, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites, je veux vraiment que tu sois maître de toi ou pas? Oh non, on lui dit juste, va, s'il te plaît, à la salle de bain pour que tu ailles te coucher après. Eh bien, dans ces moments-là, même si nous voulons que l'enfant fasse telle ou telle chose, euh, les enfants expriment leur indépendance. Nous devons rendre hommage à cela et leur dire, d'accord, tu veux avoir une certaine emprise, un certain contrôle. Eh bien, pour atteindre les deux objectifs, c'est-à-dire que l'enfant aille au lit, mais qu'il ait l'indépendance, eh bien, nous pouvons lui donner le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? D'abord aller au pot ou te laver les dents? Tu choisis, tu es maître de la décision. Et l'enfant dit, ah ben d'accord, mais je vais d'abord aller au pot, puis après je vais me laver les dents. Donc les choses se font quand même, hein. L'enfant sera prêt à aller se coucher, mais l'enfant a l'impression d'avoir le choix et a le pouvoir sur ces choix-là. Autre option, la redirection. Ça veut dire que si un comportement commence et vous voyez qu'il y a un problème qui arrive, par exemple, les enfants se battent pour avoir l'iPad ou que sais-je, au lieu de les punir, non, personne n'aura l'iPad, je le reprends, etc. Au lieu de cela, vous redirigez le comportement. Vous dites, eh bien, on arrête cela, mais venez, aidez-moi à mettre la table. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir un comportement négatif, nous avons modifié le contexte et on s'attelle à quelque chose de positif. C'est très puissant. La manière dont je le décris n'est pas, vous voyez, de dire, vous faites quelque chose de négatif, allez donc dans votre chambre, je vous punis. Non. Au lieu de faire cette chose qui est négative, venez avec moi, venez interagir avec moi, socialiser avec moi, venez m'aider. Les enfants adorent aider, ils adorent se sentir comme s'ils étaient importants, qu'ils font partie de la famille, de la classe. Donc, ce n'est pas aller dans votre chambre et ne rien faire. Non, venez, aidez-moi. Et donc, au lieu de punir un mauvais comportement en me disant tu aurais dû faire ceci, cela, nous, on dit ah bah ok, laissez cela, venez m'aider. La table est mise et vous, vous êtes heureux. Heureux ou heureuse, et votre enfant atteint du syndrome de Down le sent. Ils disent ah, waouh, papa est super content que je suis venue l'aider, je l'ai fait moi-même. Donc, au lieu d'avoir une réaction négative, une interaction négative, vous en avez du positif et ça ne fera que nourrir votre relation humaine. Nous avons également vu que nous pouvons motiver les enfants en mettant ensemble quelque chose qu'ils n'aiment pas avec quelque chose qu'ils aiment. Donc, s'il y a quelque chose qu'un enfant ne veut pas faire, par exemple faire ses devoirs, vous pouvez penser à quelque chose qu'il aime faire. Dans ce cas, donc l'enfant ne voulait pas faire ses devoirs, c'est vraiment insupportable. Mais les parents avaient vraiment des difficultés à ce qu'il finisse ses devoirs et on s'est rendu compte que l'enfant adore une émission aux États-Unis qui s'appelle Cash Cab, qui est une émission où les gens sont pris dans un taxi et circulent, etc. C'est assez amusant d'ailleurs. Et on s'est rendu compte, donc l'enfant adore cette émission. Donc on s'est dit, eh bien, si tu veux voir cette émission, cache-cab, ben, d'abord, il faut passer par la case devoir. Donc, devoir d'abord, puis cache-cab. Et puis, tout d'un coup, cet enfant s'attelle à ses devoirs, les fait très vite d'ailleurs parce qu'il veut regarder cache-cab. Donc, quelque chose qu'il aime faire, les parents, ce qu'ils veulent faire. Et donc, on associe les deux et puis on obtient une réponse positive. Si on pense à attirer l'attention, donc si c'est la fonction, la motivation d'un comportement, il y a des options très faciles. Prenons un exemple. Joshua adore aller dans la chambre de sa sœur et puis il saute sur le lit et lorsqu'il le fait, la sœur et le papa sont hors d'eux, puis ils rentrent et ils sont énervés, puis ils rient
le garçon continue de sauter, rit jusqu'à ce que son papa le prenne sur son épaule et sorte. Et donc, vraiment, l'enfant n'arrêtait pas son comportement pour attirer l'attention. Le papa n'a pas eu d'autre option que de le retirer de là. Quelle est la fonction de ce comportement? Oui, c'est attirer l'attention, exactement. Mais qu'est-ce qui renforce ce comportement? D'avoir l'attention. Je veux de l'attention, ma sœur et mon papa sont très énervés et donc ils réagissent à ce que je dis, à ce que je fais, pardon. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire différemment alors? Oui, c'est exactement ça. Ils pourraient ne rien faire du tout. Et c'est là le point commun de toutes ces familles qui viennent me voir. Et ils m'ont dit, voilà, j'ai ce problème. Et moi, je leur dis, et si vous ne faites rien? Et si vous ne faites rien? On a rigolé un peu parce qu'ils se sont dit, mais ça fait des mois qu'on essaye de le faire arrêter de faire ça. Eh bien, moi, je leur ai dit, voilà, si ce qui motive ce comportement, c'est que vous soyez énervé, eh bien, si vous arrêtez d'être énervé, si vous ne faites rien, eh bien, et bien sûr, le lendemain, il continue à le faire, il saute de plus en plus haut, de plus en plus fort parce qu'il voulait vraiment une réaction des parents. Ça, c'est vraiment la réaction normale. Et puis après, le deuxième jour, eh bien, finalement, il s'est rendu compte que sauter sur le lit n'attirait pas l'attention et puis tout d'un coup, il s'est arrêté parce qu'il n'avait pas l'attention dont il avait besoin. Donc, dès que je parle d'ignorer un comportement pour qu'il disparaisse, toujours on me dit on ne peut pas ignorer tous les comportements, on ne peut pas laisser tout faire, bien sûr, et c'est tout à fait juste. Donc, la manière dont je le vois est la suivante. Vous devez utiliser le modèle de Ross Greene qui s'appelle Enfant explosif. J'aime pas trop le titre, mais j'aime le concept. La manière dont je l'ai compris, c'est qu'il y a différents paniers d'ignorance, on va dire. Des paniers de comportement. Tout d'abord, le premier panier est des questions de sécurité. Par exemple, traverser la rue sans regarder ou blesser quelqu'un d'autre, il faut agir, il faut interagir, bien sûr. On ne peut pas laisser un enfant courir sur la route, c'est dangereux. Et pour qu'ils arrêtent sans renforcer ce comportement, oui, il faut arrêter, mais il faut intervenir. Deuxième panier, quelque chose qui est frustrant, qui vous tape sur le système, c'est soit vous le laissez faire, soit vous agissez. Eh bien, ça dépend. Il y a quelques années, il y avait une famille qui avait un enfant, un garçon qui ne voulait pas manger à table et qui voulait... Et ils en étaient très, très frustrés. Et ils voulaient vraiment agir. Mais ils m'ont dit aussi que cet enfant qui courait après sa fille, avec sa sœur tout le temps, eh bien, avec des couteaux. Voilà, il courait après sa sœur avec des couteaux. Et moi, j'ai dit, bon, on ne peut pas tout changer d'un coup. Et je trouve que courir après sa sœur avec des couteaux, c'est une priorité, c'est plus important. Eh bien, ce qu'on a fait, c'était vraiment génial. On les met dans un placard fermé avec un cadenas. Finalement, c'est aussi simple que ça. Il n'y avait plus de couteau et il ne faut pas toujours faire preuve d'innovation suprême. Hein. Bien souvent, la solution la plus simple est celle qui fonctionne le mieux. On ne voulait plus voir de couteau, bah, vous mettez les couteaux sous clé. Ça, c'était le sujet le plus important. Troisième panier, c'est vraiment de voir quelles sont les conséquences. Si finalement un comportement n'a pas vraiment de conséquences négatives, eh bien, vous pouvez l'ignorer, laisser faire, par exemple, fredonner, faire claquer la langue, des choses qui agacent beaucoup les professeurs et les parents, mais ne causent aucun tort. On peut donc juste laisser faire et au bout d'un moment, ils disparaissent. Donc, selon moi, ce sont des choses vraiment très simples. Elles ne sont pas difficiles à comprendre, ce n'est pas difficile à faire. Mais lorsque vous êtes énervé, frustré, c'est vraiment très difficile de penser à le faire. Hein. Donc, c'est moi en 2002, quand j'avais l'impression d'être un sergent qui était là, ouais, j'étais très frustré par le comportement des enfants, et je leur disais, ne fais pas ça, voilà, déjà une pause, tu n'en as pas besoin d'autre, etc. Et finalement, ça n'avait aucun effet sur le comportement puisque je n'avais pas le bon état d'esprit. Maintenant, on va s'intéresser sur les éléments sur lesquels on peut se concentrer, miser sur les forces pour adapter l'environnement.
Donc, il s'agit de revenir à comment fonctionne le cerveau. Nous savons qu'il y a des forces visuelles, l'aspect social, la routine, la prévisibilité. Ce qui est plus dire, c'est l'aspect verbal, les problèmes d'impulsivité. On sait euh, que l'incohérence est plus difficile. Si l'on pense à cela et le monde dans lequel nous vivons et comment nous pouvons utiliser les connaissances en matière du cerveau et du syndrome de Down pour adapter l'environnement, pour essayer de tirer le meilleur parti, voici ce que l'on peut faire. C'est d'essayer d'avoir une routine qui soit identique, ce qui permet que le monde soit plus prévisible. Ça, pour aider à la mémoire, réduire l'angoisse des enfants. Ils savent ce qui vient, donc c'est moins effrayant. Si on peut faire en sorte que cette routine soit visuelle, eh bien, c'est encore mieux. Voici un programme visuel. Voici la routine matinale. On montre à un enfant ce que l'on veut qu'il fasse. Voici ce qui se passe le matin. On va passer d'une étape à l'autre. Et comme l'économie du jeton, eh bien, au lieu d'utiliser le parent qui dit toi, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, non, c'est de lui dire voilà, regarde sur le mur, c'est affiché, tu sais ce qu'il faut faire, bah vas-y, fais-le. C'est tout. Nous pouvons aussi les aider avec la question du temps. C'est un concept très abstrait. Les devoirs pendant 10 minutes, on part dans 20 minutes, etc. Ça peut être difficile. Donc, on peut utiliser des chronomètres. On a beaucoup de micro-ondes ici aux États-Unis, ou alors on peut avoir un petit réveil. Voilà. Et puis, il peut y avoir des motivateurs sociaux et des récompenses sociales à nouveau. Si on veut que l'enfant fasse quelque chose, on peut nous utiliser, nous, et l'attention de nous-mêmes. Oui, je veux vraiment que tu ranges ta chambre. Tu l'as fait, c'est super, alors on va le faire ensemble. On dit bah, d'abord, ou alors c'est d'abord tu vas et tu nettoies cela et après tu peux jouer avec maman. Donc c'est une motivation sociale pour aider que les enfants à faire ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'il y a des situations plus difficiles, par exemple aller chez le médecin, à l'école, on peut utiliser la même idée de structure et de visuel et de répétition. C'est ce qu'on appelle des récits sociaux ou la modélisation vidéo. Un récit social, une histoire sociale, paraît difficile, mais ça ne l'est pas. C'est finalement un livre avec des images, avec juste principalement des images, très peu de mots, c'est très simple, qui montre la séquence d'événements que l'on veut voir se réaliser et on montre les comportements que l'on veut voir, les bons comportements. Et on le fait encore et encore et encore. C'est comme une histoire quand on va se coucher, mais finalement. C'est comme le livre le soir, le livre d'histoire. Donc, on a mis en place ce livre qui montre ce qui se produit exactement. Voici à quoi ça ressemble. Donc, d'aller chez le docteur. Quand les enfants sont venus, ils ont lu le livre 20, 30 fois avant d'aller se coucher. Ils savaient exactement ce qui allait se produire. Donc, ils n'avaient pas peur. Et au lieu d'avoir peur et d'être au sol et de faire une crise, ils savaient du livre ce qui allait se produire et donc ils étaient plus coopératifs. Le même type de comportement fonctionne avec la modélisation vidéo. On prend une vidéo de la situation et on montre cette vidéo encore et encore aux enfants. On répète. Donc, pour aller chez le dentiste, voilà comment ça se passe. Tu t'assois dans un fauteuil spécial, il va se pencher vers toi, il va mettre quelque chose dans ta bouche, etc. Tout ce genre de choses qui permet à l'enfant de savoir ce qui va venir. On fait un schéma mental dans leur cerveau qui leur montre ce qui va se produire et donc ils ont moins peur. Maintenant que nous savons comment fonctionne le cerveau des personnes avec SD, nous devons savoir aussi comment l'éviter. Tout d'abord, il ne faut pas trop parler, bien sûr. Donc, lorsque vous avez un problème de comportement, bien souvent, ce que l'on fait en tant qu'adulte, c'est blablabla, on n'arrête pas de parler, hein, on est lancé. Donc, Jonathan frappe sa sœur, on doit dire ici, dans cette maison, on ne frappe personne, parce que si tu frappes, ça se passe comme ça. On peut juste dire pas frapper. C'est court, très peu de mots. Il y a aussi le fait de ne pas avoir de routine, que les choses soient incohérentes, fait que cela crée une angoisse chez les enfants. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va venir et ça peut vraiment être une source de problème. Enfin, nous savons que donner des réponses sociales aux comportements que l'on ne veut pas voir
peut renforcer cela. Donc, si on est très énervé, on a un comportement très négatif, nous envoyons le message de dire: «Ah oui, c'est cool, si je continue, ce genre de comportement va se reproduire finalement». Donc, il faut faire très attention à la manière dont on réagit nous-mêmes, ce qui nous amène à la discipline efficace. Nous avons parlé là, nous parlons du comportement depuis 1 heure, mais nous n'avons pas parlé de la discipline. Nous n'avons pas parlé de punition, car en matière de comportement, un soutien positif du comportement est beaucoup plus efficace. Donc, on a un enfant dans sa chambre qui a été puni, mais qui a le téléphone, les jeux vidéo, il y a le panier de basketball, la télé, il appelle son ami, ils disent: «Ah, si vous voulez me punir, ils auraient dû m'envoyer ailleurs», parce qu'ils s'amusent. Donc, la punition ne fonctionne pas. Pourquoi? Comme je l'ai dit, des soutiens positifs du comportement évite l'apparition du comportement négatif, au lieu d'attendre que ce comportement se produise et de punir négativement. C'est surtout vrai pour les personnes souffrant d'OSD, car si vous pensez à la manière dont vous punissez un enfant, si vous dites: «Non, Rosie, ne frappe pas ton enfant, on ne frappe personne ici, là, maintenant prends une pause» et voilà. Non, bien sûr, on a dit, «Rosie, non, ne frappe pas ton enfant, de ta sœur» et cetera. Donc on le dit de manière énervée. À nouveau, cette, frustration, cette colère, l'émotion, eh bien, on voit le mauvais message. Cela renforce, en disant: «Ah, c'est cool, papa est super énervé, tiens, je vais recommencer». Donc voilà, nous renforçons le comportement que nous ne voulons moins voir finalement. Donc la discipline ou le punissement, les punitions pardon, reviennent à l'idée de comprendre comment le comportement fonctionne de manière générale. Il faut renforcer ce que l'on veut voir et ne pas renforcer les choses que l'on ne veut pas, voir. C'est un bon comportement, on y réagit, c'est un mauvais comportement, on ne fait rien. Le renforcement, ça veut dire ajouter. On veut, renforcer, donc ajouter, ce comportement, ajouter une récompense, ajouter une réponse sociale, ajouter l'attention. Si ce n'est pas un bon comportement, on veut retirer des choses, on veut que ce soit moins intéressant. Comment y parvenir? Eh bien, si on pense à la manière dont le cerveau des enfants atteints de SD fonctionne, eh ben, il faut se dire qu'est-ce que l'on veut retirer? C'est un groupe, très intéressant ici, effectivement, car vous avez raison, nous devons nous retirer l'aspect social. C'est nous qui renforçons les comportements négatifs. Donc nous voulons ne plus avoir de contact, visuel. Nous ne regardons pas, je ne te regarde pas. On veut ne plus parler. Je ne te parle pas. Je ne te donne pas cette attention. Je reste calme, je n'élève pas la voix et je n'ai pas d'expression, du visage très marquée. Autant de messages que l'on envoie au cerveau et qui a comme réaction de dire: «Ah, c'est cool, il y a une réaction de ma part de mon papa». Donc non, on ne veut pas cela. Donc faire attention à ce radar social émotionnel. Si on est trop énervé, on envoie ces signaux, on pourrait renforcer, sans le vouloir, le comportement. Notre visage est très expressif. Ça, c'est une sportive qui n'était pas du tout contente avec, son score, en patin à glace et on le voit sur son visage. Donc vous devez intervenir, répondre au comportement, mais il faut donc intervenir, mais ne pas agir émotionnellement. Donc on peut retirer nos expressions du visage, le contact visuel. On peut aussi retirer l'enfant d'une situation en disant: «La situation dangereuse, je le retire» ou alors on peut aussi peut-être retirer les autres personnes, autour de la situation. Ou ce que l'on peut dire, on peut aussi dire, heu tu frappes l'enfant, tu frappes, le chien, et bien alors on enlève le chien. Voilà, on enlève ce qui produit l'action. Donc ce que l'on fait, c'est retirer ce qui rend le comportement intéressant pour l'enfant, les renforçateurs. Nous avons parlé de beaucoup de choses, hein, aujourd'hui.
et de nombreuses stratégies. Et j'espère que bon nombre de ces stratégies pourront vous aider aujourd'hui. Donner des choix, rediriger, un programme visuel, économie du jeton. Ce sont des choses faciles, y compris aujourd'hui. Je pense que ça peut aider, mais parfois, ce ne sont pas des choses si faciles et on a parfois besoin de plus d'aide. Où est-ce que vous pouvez aller? C'est tout d'abord avoir une analyse fonctionnelle du comportement pour déterminer pourquoi ces comportements se produisent et ce qu'on peut faire. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir une évaluation, faire en sorte d'être sûr que votre enfant est en bonne santé, voir qu'il n'y a pas de problèmes comme troubles du sommeil, troubles alimentaires, des problèmes, des troubles de l'audition, de la vision, etc. Et puis aussi faire un test du développement neuropsychologique sont des choses très importantes, à savoir comment ils s'adaptent à l'environnement, quelle est leur école et qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces comportements. Nous devons voir aussi s'il y a quelque chose d'autre derrière. Est-ce qu'il y a des troubles du comportement, un trouble psychiatrique, des troubles du sommeil, alimentaire? Est-ce qu'il y a un problème avec l'environnement? Est-ce que c'est l'école qui pose un problème? Est-ce qu'il y a des pertes? Parce qu'on sait que les enfants atteints de SD sont très, très, très sensibles et se connectent avec d'autres personnes, mais parfois la perte, par exemple, d'un professeur ou d'un assistant, d'une assistante ou d'un orthophoniste, etc. Tout cela peut avoir des conséquences, bien sûr. Et il faut que je vous dise aussi, bien sûr, qu'il y a un livre qui est le même titre que cette présentation, donc soutenir un comportement positif chez l'enfant et l'adolescent atteint du syndrome de Down, la méthode répondre sans réagir. Ce serait intéressant de le lire parce que cela va plus en profondeur. L'objectif de ce livre est qu'il soit accessible, facile à lire pour les parents. Il n'est pas très épais, il est très, très facile à lire parce que les parents sont très, très occupés, hein. Je me souviens au début, quand je travaillais avec les enfants, je donnais beaucoup de livres aux parents qui faisaient parfois 500 pages et bien souvent, ils ne lisent pas parce qu'ils sont très occupés, très pris. Donc, en le rédigeant, je me suis dit, je veux que les parents le lisent et que cela les aide directement. Donc, c'est bien l'objectif. Et je pense que ça a finalement porté ses fruits. C'est un livre en anglais, en espagnol et en néerlandais. Donc, si on pense à comment on peut aider un enfant dans son comportement, nous devons comprendre comment l'enfant perçoit le monde, comment son cerveau fonctionne et comment il apprend. Et si nous comprenons cela, eh bien, nous allons être bien plus efficaces pour aider cet enfant à avoir le meilleur comportement possible. Les enfants atteints de syndrome de Down, nous savons, la plupart d'entre eux, hein, c'est pas le cas pour tous, aiment certaines choses et on sait que certains éléments seront utiles. Donc, c'est bien de savoir d'où l'on part. Voilà l'image d'un enfant trop mignon. Voici quelques notes conclusives. Si on se concentre sur ce qui est positif, sur votre relation, sur les forces de l'enfant, ça vous permettra de bien choisir la stratégie comportementale. L'objectif, je le rappelle, n'est pas la perfection, mais d'avoir une amélioration progressive au fil du temps. Eh bien, et le point final de tout cela, ce n'est pas quelque chose à avoir demain ou le mois prochain. Non, l'objectif est que cette personne avec le syndrome de Down ait une vie positive et qu'il puisse être adulte sans être limité par leurs problèmes de comportement. Donc, tout l'investissement donné maintenant pour développer les compétences académiques, sociales, de langage, etc. de l'enfant, nous ne voulons pas que tous ces efforts soient perdus lorsqu'il atteindra l'âge adulte. Donc, il ne faut pas que leur comportement soit un obstacle. Voilà, maintenant, je pourrais répondre à certaines questions. Merci beaucoup, David. C'était très intéressant. Un grand merci d'avoir mentionné le livre. Je pense que la plupart d'entre nous l'ont lu. Et ça nous a beaucoup aidé, hein. Il y avait beaucoup d'informations utiles hein, à l'intérieur. Nous avons plusieurs questions en anglais. Si vous ouvrez les questions-réponses, ce sera bien plus rapide. Euh,
On pourrait commencer. Il y en a une qui est répondue, une maman qui nous avait posé une question avant, donc on a déjà répondu. L'interprète ne pourra rester que quelques minutes supplémentaires, malheureusement. Donc, j'aimerais commencer avec la première question. Je me demande quelle est la meilleure manière d'agir pour lutter contre un problème de comportement sur l'autostimulation. Et il s'agit d'un adolescent ou d'une adolescente. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. La première chose dont vous devez vous souvenir, c'est que l'autostimulation chez un adolescent est normale, c'est un comportement normal. Ce n'est pas un problème en soi. C'est un problème si cela se produit dans des endroits où ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, c'est quelque chose de privé. Ce que vous voulez vous concentrer, voulez vous concentrer sur la limite du où et quand ça se produit. Vous pouvez dire ça se produit, c'est dans ta chambre, la porte fermée, mais tu ne fais pas ça à l'école, ni en public, ni à table. Donc, il s'agit de limiter l'endroit. Il ne faut pas dire à l'adolescent tu ne peux pas le faire, puisqu'un adolescent, un garçon, même sans syndrome de Down, mais c'est normal finalement. Hein, c'est quelque chose, il faut juste le faire au bon moment, au bon un endroit. Et c'est la même chose avec un adolescent avec un handicap. Il faut penser à comment vous le présentez à un enfant. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut agir. Merci David. Prochaine question de Kate. J'ai un enfant de 7 ans souffrant, qui est atteint du syndrome de Down. Il ne fait pas ce qu'il sait et qu'il devrait faire lui-même. David, j'espère, Kate, que vous avez eu la réponse. J'utiliserai les outils dont on a parlé, l'économie du jeton, utiliser des visuels et lui dire, voilà ce que tu dois faire le matin, voici ce que tu dois faire le soir, l'après-midi, et donner des récompenses tout au long de la journée. La récompense, de nouveau, ne doit pas être de l'alimentation ou des jeux, mais plutôt un temps privilégié avec quelqu'un, un adulte ou un ami. Donc, si tu fais tout cela, tu as une récompense et on veut que ce soit visuel. Donc, même si c'est un enfant qui parle bien, qui a un langage très développé, on veut que ce soit visuel et ce doit être externe. Ce n'est pas vous qui dites fais ça, fais ci, fais ça, mais c'est une structure extérieure publiée à l'écran pour qu'il puisse le faire tout seul. Merci. Nous avons une autre question. Vous avez vu qu'il y avait un attachement qui prend plus de temps avec les enfants atteints de syndrome de Down. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais vous voulez dire que l'attachement parent-enfant? Non, je ne m'attends pas à ce que non, effectivement. C'est ce que je dirais plutôt à tout le monde. Je peux parler de thèmes généraux. Pour John et Claudia, j'aurais beaucoup plus de questions à vous poser avant de vous donner une réponse. Si vous avez des préoccupations sur l'engagement social et l'attachement, il faudrait plutôt en parler à votre pédiatre ou au spécialiste en syndrome de Down et voir comment votre enfant interagit socialement. Ce n'est pas quelque chose voilà, auquel on s'attend, mais bon, pourquoi pas, il faudrait plutôt en parler à un spécialiste ou à votre pédiatre. Une question de Janice, vous avez parlé, est-ce que vous recommandez de faire l'économie du jeton et c'est visuel pour toutes les activités ou uniquement les activités pour lesquelles ils ont des difficultés? Très bonne question. Eh bien, si quelque chose se passe bien, eh bien, il faut peut-être pas agir et laisser comme cela et vous intéresser uniquement, par exemple, à comment allez vous coucher. Si ce n'est pas un problème, eh ben, n'appliquez pas, bien sûr. Mais bien souvent, dans votre cas, j'utiliserai un programme visuel le matin en disant voilà ce que tu dois faire.
Et avec une économie du jeton le matin, peut-être avec une récompense si vous y arrivez. Lorsque vous mettez en place cette économie du jeton, ne faut pas oublier que vous voulez que l'enfant réussisse. Donc, vous voulez que ce soit facile. Il ne faut pas que les choses, ça ne doit pas concerner uniquement les choses difficiles, évidemment. Eh bien, pour vous, Janice, je dirais, il y a une ou deux tâches, vous pouvez avoir une ou deux tâches faciles et une troisième tâche plus difficile. Donc, vous commencez avec des réussites, hein. Il faut qu'il puisse avoir la récompense tous les jours pour qu'il trouve cela agréable. C'est une activité agréable. Et puis, petit à petit, vous pouvez complexifier cela. C'est un élément positif. Une autre question de Petria. J'ai des problèmes de contrôle d'impulsion et comment est-ce que je peux aider ma fille à s'arrêter, penser avant d'agir? Comment guider les professeurs pour reconnaître ce problème d'impulsion? Eh bien, c'est quelque chose assez compliqué. On ne peut pas imposer un contrôle de son impulsivité. C'est quelque chose qui revient plus tard. Donc, cela vient des différentes parties de votre cerveau et donc, c'est l'un des derniers éléments que l'on met en place. Et c'est aux parents, aux professeurs de voir quels sont les comportements qui posent problème et essayer de les éviter. Parfois, si vous allez chez votre docteur, vous avez une évaluation, vous voyez que des enfants qui sont atteints du syndrome de Down ont aussi des problèmes de TDAH ou de problèmes d'impulsion. Et il y a des médicaments qui existent, bien sûr, mais je ne parle pas de votre enfant précisément. Je ne peux pas m'exprimer parce que j'aurais besoin de bien plus d'informations pour vous donner une réponse claire. Merci. Nous avons une question de Kate. Est-ce que vous avez des réflexions sur l'intégration du réflexe, comme le mouvement rythmique pour les personnes souffrant de syndrome de Down? Non, je n'ai pas d'informations là-dessus, sur le mouvement rythmique. Je n'ai pas ce type d'expertise, désolée. L'interprète devra partir dans 2 minutes. Une autre question. J'ai trouvé ce protocole très intéressant, sûr et en sécurité pour mon enfant de 7 ans. Il respecte bien plus le protocole, mais les résultats ne durent pas longtemps. Est-ce que vous avez des informations sur les raisons? Pourquoi? Eh bien, oui, c'est quelque chose il faut avoir une vision à long terme. On a dit au début, hein, il n'y a pas de solution rapide, il n'y a pas de manière rapide de résoudre les choses. Ce sont des progrès année après année. C'est renforcer les comportements positifs. Je ne connais pas ce protocole donné, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez continuer à faire ou pas? Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faciles, ça doit être quelque chose qui est facile à mettre en place, que vous pouvez maintenir sur le long terme. Vous pouvez aussi modifier les récompenses, les objectifs, euh, ce sur quoi vous travaillez, etc. Mais il n'y a pas de solution magique et rapide, bien sûr. Donc, pas de surprise dans ce que vous dites, bien sûr. Merci. Une autre question. Merci pour cette présentation très intéressante et je pense que c'est le cas pour nous tous. Et mon petit-enfant qui a le syndrome de Down à 7 ans et son frère a 9 ans, il est très frustré puisque le plus jeune a vraiment des difficultés. Il voudrait avoir une relation plus chouette avec son frère et il corrige constamment son jeune frère. Quels sont les conseils, David? Oui, effectivement, c'est quelque chose où on voit l'aîné qui prend le rôle des parents. Je ne pense pas que c'est quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de... On voit que il y a des avantages parce qu'ils sont plus matures, effectivement. Mais on pourrait lui rappeler, c'est OK, papa et maman seront les personnes qui vont qui vont faire la discipline. Tu ne dois pas t'occuper de ceci et de cela.
Je ne pense pas que qu'on peut arrêter cela complètement, mais il faut des messages qui soient cohérents au fil du temps. Vous voulez que ce aîné soit un enfant, ce n'est pas sa responsabilité de le faire. Bon. Mais voilà, ce sera difficile d'arrêter cela complètement. Bien sûr, il y a des bienfaits à long terme. L'interprète doit se déconnecter et vous souhaite une très bonne soirée. I don't know what Paula means of this one. David, could you, from this just word, I really can't say. Yeah, child with CP, cerebral palsy, no, down. Yeah, I don't see a question there. I don't see as well. Okay, we have one, I think is in Turkish. I will need help later on. Please, somebody who could translate us this Turkish question. Okay, this is again Paula. From what I have heard, some strategy can be used in cognitive disabilities when the child has a serious behavior problems. Yeah, I agree. So a lot of the stuff that we talked about is just, basic behavior management, especially for people with disabilities, provided that the child is social. I think a lot of the stuff we talked about would work very well, and I don't think it would do any harm. So they're just kind of good strategies. So yes, I think that would be appropriate in general. Yes, I think I have a translation of this Turkish part. Oh, okay. I will need really help about this. Okay, Tolga, could you write that? Could you read this part about Turkish part? Tolga, could you do that now or when I finish? I wrote from chat. Okay. Yes. Three questions. Yeah. Yes, we had 3 questions from Turkish families. Okay, one question. My 6-year-old son leaves the house announced when we are not close to the door of the house and goes out to the street. What to do to prevent this? I would put a lock on the door, a child lock. You have to keep kids safe. So as long as it's safe for your family, and you have to make sure that it's legal and fire hazards and all that kind of stuff. But if you can do it safely, I would put a child lock on the door that he can't get out without a grown-up. So sometimes just putting a pie or a specific child lock, or a combination lock or something like that. And then, you, in addition to the lock, you could try and do social stories where you talk about not going out without a grown-up. And then also sometimes I've put like a sign on the door, like a stop sign on the door, just to give a visual reminder. No, we don't do that. But the big thing is to try and prevent it from happening at all. Yes. Another question is, okay, your comments. My son is 9 years old. We have a hard time setting boundaries. It is highly tolerated in the social environment. The borders disappear. We find it difficult to cooperate with other educators. What kind of the path should we follow? So could you just repeat the question, please? Yes. My son is 9 years old. We have a hard time setting boundaries. It is highly tolerated in the social environment. The borders disappear. We find it difficult to cooperate with other educators. What kind of the path should we follow? So that's a little bit hard for me to answer, without a lot more information. I don't know what kind of boundaries, I think in general, the idea would be for the parents and the teachers to have similar strategies. So to have the same kinds of things, visuals, token economies, at home and at school, to be doing ignoring as much as possible, to be redirecting. So I would say both sets of people have to use similar strategies so that, you can kind of get some consistency. Yeah. And the last from Turkish group, it's you mentioned that you do developmental behavioral testing. Do you have any suggestion for international ones?
does somebody else doing that as well? Do you know? I don't know, honestly. I'm sure that people in Europe are doing neuropsych testing. That's what we call it here. I'm sure that's happening. I just don't know off the top of my head where that's happening, but I'm sure it exists in Europe. Yeah, thanks. We will come back now to this question and air. Okay, maybe 10 minutes or 15 minutes at least. We will try to comment this question, and then we would like to close for today, if it's okay for everybody. I know it's very interesting, but it's really so many maybe similar things even in this question, new one. But let's continue. How do you deal with a child who is spitting when he doesn't want to do something? Yeah, so that's a challenging one. Again, I would try and motivate him to do the things that he needs to do, with, pairing it with something positive that he likes, motivating him, doing some, visuals. If you might also want to take a step back and think about, are the things that we're asking him to do appropriate or too difficult? Because when kids act out over and over and over again, sometimes we have to kind of look at ourselves and say, is what I'm asking fair? Maybe it's not a good match for this child's skill set or abilities. So that's another consideration is, number one, can you motivate him in other ways? Number two, should you adjust what you're asking him to do? Yeah, thanks a lot. Next question is in German. I would like to ask Monica or Cora to be ready to read that one. Translate. I will read now Sandra comments. My 12-year-old is gritting his teeth. Now lately he's making lots of oral sounds instead. Very socially disruptive. What we do? So, if you told me they were grinding his teeth and it was annoying, I would say just let it be, as long as the dentist said his teeth were okay. If it's causing social problems, then maybe we want to think about doing something creative. So what we usually think about in situations like that is called a replacement behavior. So what could he do instead that wouldn't cause social problems? The big one that I would think about is called differential reinforcement of another behavior. So a big one would be they have it's called jewelry. So there's jewelry like a necklace that you can wear with something that you're meant to chew on the end. So, if he just needs something kind of stimulating in his mouth, you could just kind of, you at home and the teachers, every time that's happening, you would say, reminder to use the jewelry, chew on the necklace, not make the sounds. And that might be a little bit better from a social perspective. Yes. Cora and Monica, which one of you will read this question? Yeah. Hello, here's Cora. You hear me? Yes. Yeah. Yes, I could hear you. This is a question from Romy Fisher, and she asked here if the book will be in a German translation. We cannot give an answer on that because it doesn't exist yet in German language. So perhaps we have to force or to ask one of the publishers who are interested in these kind of books. And this same question comes later again. Somebody else also asked if the book is in German language. It is not available in German. So I'm sorry. Okay, this is another question. Yes, I see that. This is they just don't understand why the child always wants to run away. So what could be reason? A reason I don't know. Again, I would need a lot more information to answer such a specific question. But I would spend less time worrying about the reason, unless something is distressing, like a certain time of day or certain topic in school, that you might want to think about changing that time of day. But I would focus more on preventing it. Maybe doing some social stories about how we want you to behave, and if you need a break from the classroom or you need a break from the house, here's what you can do.
that kind of thing. Yes, thank you. Yep, thank you, Cora. And I will just go to one mail what we got before this our webinar. One mother is worrying so much because her son, 7 years old, has been exhibiting extreme behavior, aggression, hitting, pushing, destruction of property, throwing objects, turning over a desk, tearing up books, and leaving or refusing to leave areas of the school. At school, in his general education first grade class, and occasionally in other settings as well, lunch hour. It's a long mail from the mother and explain what they try to do in the school, but maybe I will just come to this summary what she wrote. They have tried behavior intervention with some success, but he's still being removed from the class for the safety of the other children multiplied times each week. They want to move him to the SPEED program. How can they and we support positive behavior in the school? Is moving him to the more restrictive environment the only or best solution? At home is not like that. It's a little bit different what mother, it's much more different than mother work, but it looks like a lot of things start in the school. Yeah, so, again, it's from a couple thousand miles away, and not having ever met this child, I can't really say why, it's happening. And I also, I don't think it would be fair of me, to tell you what classroom would be the best for your child, having such little information. I would say, talk with your pediatrician. If there's a Down syndrome clinic in your area, I would meet with them and consider, your options. But I can't really answer that question with that amount of information. And I would never want to say something incorrect and give you the wrong advice without knowing the full story. Yeah. Okay. Thanks a lot. One question is okay, now this is one program. Is the ABBA approach recommended? ABBA is American program, if I remember well. They use mostly. Yeah. Yes, I guess. I don't know, something else maybe. Yes, I see. Cora, ABA, maybe you yeah. know. Yeah, ABA, yes. Yeah, ABA can be great. ABA was originally developed for people with intellectual disability, including Down syndrome, so it can be a very effective tool. It depends on the child and it depends on the type of ABA. There's lots of different types, so it depends on what the child needs. But in general, yes, it's a good program. But again, it could be very different depending on what the child needs and what the specific ABA program is including. Yes, maybe I will in next few minutes. I will just I'm no, it's so many questions. Well, I have about 2 or 3 minutes on my end. So do we want to do like maybe 2 more questions? Yes, I'm just. But it's really, it's most, I could say, similar things like we have. Okay, lady wrote Elizabeth at CB cerebral palsy, but I don't know what she would like to do, to say more actually, about that part. I'm getting a couple questions here. Yes. Okay. So let me address this. So I'm getting a couple questions about, can people meet with me remotely? And unfortunately, the answer to that is no, because I'm only licensed in Massachusetts in the United States. So for me to see patients, because this comes up a lot after I do presentations, the family would have to physically be in Massachusetts for me to work with you. So I'm not allowed to see patients, in other states and abroad. That's not how my licensing works. So, I wish there were more resources out there. I imagine that there, your organization, I would hope and assume has some, list of people that might be available. But unfortunately, as you can imagine, we get requests from all around the country and the world, and we can't. The purpose of the book, which I hope is helpful to all of you,
was to share the information. You know, the information is not just in my head. So I hope that can be helpful, but unfortunately, again, the answer to that is that I can't see patients from other states and other countries. Do you see that there is some more interesting question that we maybe didn't cover until now? Do you want to do one last question? Yeah, how we can help children with Down syndrome to avoid dangers. Don't pay attention. She's on the street, for instance. The dangers of on the street, how they don't, how avoid the dangers, how to help them in this. That pay much more attention on the all dangers. I'm just trying to find the question. Oh, how do we help children down to avoid danger? Okay. Oh, I see. Danger situation. Yeah. So again, you know, there are strategies that you can try, like teaching with video, with social stories that you make. But a lot of this is also just thinking really practically. You know, if a child is not safe walking down the street, you might have to think about, okay, do we need, you know, a stroller? Do we need to always be holding hands? Do we need to avoid certain streets? You know, that kind of thing. You have to kind of, we can't fix everything with a behavior strategy. Sometimes we just have to think practically about, especially when it comes to safety, you know, what is going to just make this situation safe for now. Yeah, thanks a lot. Okay, will the book be translated into language like French? Yeah, that is upon the association, or maybe some companies who book shelters that could maybe make this. I don't know, Cora, is this in the German something what you could help from Tanya? This is the same like book for in the Dutch, yeah? No, there is Dutch. one question about imitating. The child is imitating the teachers and so on. How to react is the question. Mm-hmm. Imitating a negative? What would be a... It looks like it is negative, though I think it's not. It can be also a strength. Should put him in the theater course, I would say. Yeah, you know, obviously we would expect the teachers are not doing things that are so negative that it would cause a problem if it were imitated. You know, I think in general, again, the idea is to focus on positives, to think ahead about what the causes of the negative behaviors are and to try and prevent them. Yes. So thank you all so much for having me. I really appreciate it. Yeah, David, thanks a lot. Really, it was very, very fantastic. And like we always said, we were looking forward to see you soon in some another webinars, because you know, never it's enough. It's always something what will be very nice to remind, and also to work every day on some things, and then have a possibility maybe to speak with somebody and discuss about that. David, thanks a lot for your time, and be in touch. I hope soon. Thank you very much for everybody. Thank you all so much for coming. Yeah, who was today with us on the webinar. Next webinar is again third Wednesday in next month. Be in touch and have a nice time, and take care of yourself. Bye.